à tous et bienvenue dans Parlons d'Europe, une émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours, centre d'information Europe Direct. Aujourd'hui, nous recevons Madame Elfèche Tignel, responsable de communication au Centre européen des consommateurs, pour en apprendre plus sur les actions du Centre européen des consommateurs face à la crise liée au coronavirus. Pouvez-vous tout d'abord me dire ce qu'est exactement le Centre européen des consommateurs en France ? Oui, alors si vous voulez bien, je parlerai d'abord des centres européens des consommateurs parce qu'effectivement, il y en a plusieurs. C'est un service qui a été créé par la Commission européenne et par les États membres en 2005 et qui existe dans chaque pays de l'Union européenne ainsi qu'en Islande et en Norvège. Alors, le Centre européen des consommateurs France, et pour lequel je travaille, a cette particularité de ne pas être en France, mais juste de l'autre côté de la frontière à Kiel, à Strasbourg, à côté de Strasbourg. Et nous travaillons effectivement main dans la main avec l'autre Centre européen des consommateurs de notre région, c'est-à-dire le CEC Allemagne. Donc, le Centre européen des consommateurs France ou les Centres européens des consommateurs, on a tous la même mission en fait, c'est d'informer les consommateurs sur leurs droits en Europe. Tout simplement, quand vous voyagez avec une compagnie aérienne étrangère, allemande, vous louez un véhicule en Espagne, vous achetez en ligne à un vendeur qui est situé à 1500 km au sein de l'Union européenne. Quand vous avez un problème, vous avez effectivement des questions et aussi peut-être un besoin d'aide, d'avoir des experts, des juristes qui peuvent répondre à ces questions et qui peuvent vous aider à résoudre à l'amiable. C'est donc les deux missions des centres européens des consommateurs, l'information et le règlement amiable des litiges de consommation dans l'Union. Très bien. Et quelles sont donc les missions exactes et les moyens d'action surtout dont dispose le Centre européen des consommateurs ? Oui, alors nous, on travaille en fait régulièrement, je dirais tous les jours, avec nos collègues qui sont donc basés dans chaque pays de l'Union européenne, ainsi qu'en Islande, en Norvège et au Royaume-Uni, que je ne les oublie pas. Et donc, nous travaillons avec un intranet. Tout simplement, nous recevons, nous, par exemple, au Centre européen des consommateurs France, les réclamations des consommateurs français sur une question de consommation, donc d'un voyage qui s'est mal passé, une location de véhicule qui s'est mal passée, je ne sais pas, un séjour étudiant en Pologne et vous résiliez votre forfait téléphonique et il y a des frais qui s'ajoutent à ce que vous aviez prévu. Donc, toutes ces questions-là de consommation vont atterrir, vous, en tant que consommateur français, au Centre européen des consommateurs France, au sein de mes collègues juristes, qui donc, eux, vont, à travers notre outil intranet communautaire, communiquer cette réclamation, la traduire en anglais, étudier le fondement juridique et pouvoir communiquer avec les collègues dans l'autre pays de l'Union européenne, donc la Pologne si on prend notre exemple de forfait téléphonique, et qui ont, eux, pour mission de contacter le professionnel pour trouver un arrangement amiable. Alors, ça marche dans ce sens-là, consommateur français avec un professionnel de l'Union européenne, mais ça marche également dans l'autre sens. Vous allez avoir énormément de touristes étrangers, européens, qui ont un problème en France avec un hôtel, avec une compagnie aérienne très connue française, avec une location saisonnière. Et donc, tous ces problèmes-là des Européens vont effectivement aussi atterrir au Centre européen des consommateurs France via nos collègues qui vont, eux, recueillir et garder le contact avec le consommateur. Donc nous, concrètement, effectivement, on essaye de casser cette barrière de la langue, puisque nous, Centre européen des consommateurs France, nous gardons le contact en français avec le consommateur français. Nous communiquons en anglais avec nos collègues européens, qui eux-mêmes contactent le professionnel en question dans la langue du pays. Donc généralement, ça fluidifie les relations et ça permet effectivement de trouver des solutions amiables dans plus de 70% des cas. Donc, c'est pour nous une vraie chance, c'est de pouvoir effectivement travailler main dans la main avec nos collègues européens, avec des solutions amiables qui sont généralement respectées par les professionnels et qui permettent du coup aux consommateurs, le but c'est d'avoir confiance dans le marché européen, de pouvoir continuer à voyager dans l'Union, continuer à acheter en ligne sans se poser la question est-ce qu'il est en France, est-ce qu'il est en Allemagne, peu importe, on a des droits issus de l'Union européenne, on peut les faire appliquer grâce à des institutions comme les nôtres. D'accord. Parce qu'habituellement, sinon, quels sont les recours qui s'ouvrent aux consommateurs européens quand ils ont un litige, par exemple, avec une entreprise ou autre ? C'est très difficile parce que vous êtes dans un litige transfrontalier. Vous avez une partie qui est en France, vous avez un achat qui s'est fait en ligne, par exemple, et vous avez un professionnel qui est peut-être en Suède. Donc, vous avez tout de suite une distance géographique qui complique l'affaire en elle-même et qui, en plus, judiciairement, va être difficile à résoudre parce qu'il va falloir se poser la question
quel est le tribunal compétent dans une matière comme ça, quelle est la loi applicable. Et donc, tout de suite, quand on fait une démarche judiciaire, on se retrouve face à des questions qui découragent généralement la moitié des consommateurs, puisque dans des litiges comme ça, on n'est pas sur des sommes qui nous permettent effectivement de pousser notre démarche en justice de façon volontaire et enthousiaste. Donc, on va effectivement privilégier les modes amiables, donc sans recours à la justice. Et c'est pour ça, en fait, que la Commission européenne et les États membres ont voulu créer ces services-là en 2005. Et nous, on est fiers, les centres européens des consommateurs, de pouvoir les aider depuis 15 ans avec beaucoup de succès. D'accord. Et du coup, avec la crise du coronavirus qu'on vit actuellement, il y a beaucoup d'interrogations qui se posent pour les consommateurs avec des annulations de différents types. Quelles sont les particularités qui sont liées à cette situation et comment vous, au CEC, vous les appréhendez? Beaucoup de questions, effectivement. Il faut savoir que pour nous, la vie a été aussi bouleversée dans notre organisation de travail depuis le 16 ou 17 mars. Et donc, on a eu aussi une énorme vague de questions liées aux vacances de Pâques, parce que énormément de gens avaient pris des réservations, des voyages, des vols, des locations de saisonnières en Italie, etc. Et les questions, elles ont vraiment évolué, parce que autant début mars, on commençait à avoir ces questions portées sur l'Italie en disant, est-ce que je vais pouvoir aller en Italie? Après, nous avons traité la question de est-ce que votre vol va être maintenu? Et puis finalement, on a évolué en disant qu'est-ce qui se passe puisque nous-mêmes, on ne peut plus sortir de chez nous. Donc il y a vraiment une annulation de vol par la compagnie, mais qui est due à des mesures prises par l'État. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur ces questions et pendant 3 semaines, je pense qu'on a fait que ça, c'est-à-dire autant répondre à des questions de consommateurs sur le coronavirus, autant essayer de les traiter à travers notre site internet et un article assez complet qui relate un petit peu toutes les questions que nous avons eues. Et on a, nous, pas cessé notre travail, bien au contraire, on l'a intensifié, mais bien sûr confiné chez nous en répondant en télétravail à toutes ces questions-là. Maintenant arrive une deuxième vague, c'est-à-dire passer les vacances de Pâques, on a la question des vacances, des vacances de cet été. Et donc du coup se pose la question à la fois au sein de l'Union européenne, des vols maintenus, quel va être le trafic aérien, est-ce que je vais pouvoir moi continuer mes vacances que j'avais prévues en Espagne par exemple, et puis il y a aussi les vols ultra-européens, c'est-à-dire hors de la zone de l'Union où on ne sait absolument pas ce qui va évoluer et là les compagnies elles-mêmes restent dans le flou de savoir ce qu'ils vont faire. Par contre notre rôle c'est d'informer les consommateurs sur leurs droits et ça on peut de façon concrète, leur expliquer qu'effectivement, il y a des droits issus de l'Union européenne, un règlement européen sur les droits des passagers aériens, il y a une directive sur les voyages à forfait. Les voyages à forfait, c'est généralement vol plus hôtel que vous avez acheté à une même agence. Vous avez aussi, par contre, des règles qui ont été prises par chaque État membre. Donc, la France a sorti une ordonnance pour le remboursement des voyages. L'Italie a pris également des mesures, l'Espagne, l'Allemagne, j'en passe. Mais sur notre site, on a effectivement essayé de recenser toutes ces mesures qui sont applicables aux consommateurs et qui leur donnent un petit peu des pistes et des conseils sur comment faire appliquer leurs droits. Et du coup, dans quel cas vous diriez qu'on peut ou qu'on même doit faire appel au CEC? Parce que j'imagine que c'est pas nécessairement pertinent de faire appel au CEC pour, par exemple, un litige qui concernerait un pays non européen. Oui, alors il faut savoir qu'effectivement, nous travaillons que dans la zone de l'Union européenne, plus le Royaume-Uni, l'Islande et la Norvège. Donc c'est pour ça qu'on a 30 CEC avec lesquels on travaille main dans la main, avec lesquels on est lié avec la Commission européenne sur vraiment un espace de travail qui nous permet facilement, puisqu'on est tous liés au même outil intranet, de communiquer donc quotidiennement, de pouvoir se transmettre des infos. On fait beaucoup de réunions également, alors en ce moment plus virtuelles, mais normalement on se rejoint 1 à 2 fois par an aussi, soit à Bruxelles, soit dans un des pays de l'Union européenne pour justement travailler à fluidifier notre travail au quotidien pour optimiser bien sûr le traitement des litiges. Alors, que le litige soit pro-européen ou en tout cas dans l'Union européenne, Islande, Norvège et Royaume-Uni, ça c'est une condition. Il faut une deuxième condition, c'est que ça soit un litige de consommation. Donc quand on parle de consommation, on entend bien sûr un consommateur, vous, moi ou n'importe quel autre citoyen qui serait opposé à un professionnel.
Donc, quand on dit professionnel, c'est bien sûr une entreprise, enfin quelqu'un dont l'activité principale et pour lequel elle a des ressources et est engagé dans cette transaction avec le consommateur. Et troisième condition, bien sûr, c'est que ce litige ne soit pas une fraude, ne soit pas déjà porté en justice, parce qu'il faut savoir que nous, on est comme des médiateurs, on fait de l'amiable, et donc du coup, dès qu'il y a une procédure déjà engagée, ben, là, effectivement, on ne peut plus, nous, agir. Et puis, ce qu'on demande aux consommateurs, c'est bien sûr d'abord d'avoir fait une première démarche, c'est-à-dire d'avoir contacté le professionnel et de lui avoir déjà fait part d'une demande, d'avoir déjà cité le problème avec lequel il est en litige et de pouvoir avoir déjà formulé une demande, ce qui nous permet, nous, dans un deuxième temps, d'agir et de dire vous n'avez pas répondu à cette demande ou vous avez répondu à côté par rapport aux droits issus de l'Union européenne dont le consommateur est en droit de faire part. D'accord, donc tout ce qui est plateforme, on va dire, de mise en relation entre deux consommateurs, par exemple, quelqu'un qui vendrait un service à titre personnel, je pense par exemple à des plateformes, on va dire, comme Vinted ou comme Airbnb. Là, le CEC est peut-être pas pertinent, c'est parce que c'est de particulier à particulier. C'est compliqué, oui. Ouais, c'est plus compliqué. Oui et non, parce qu'en fait, il va falloir voir sur quoi porte le problème. Par exemple, avec Airbnb, on a des litiges Airbnb, mais on va, nous, analyser pour voir si c'est un litige qu'on va pouvoir porter à la connaissance d'Airbnb, c'est-à-dire le litige porte sur l'annonce, le litige porte sur une fraude qui a été déjà avérée auprès de Airbnb, mais qu'ils ont continué à mettre la photo de cette maison en ligne, porte sur effectivement la dame a confirmé et a une confirmation comme quoi elle devait partir du 13 au 28 juillet, et puis bien sûr le propriétaire en face a reçu une confirmation que pour du 14 au 29 juillet. Enfin, vous voyez, tous ces problèmes-là, il faut vraiment voir si ça va être vraiment l'annonce en elle-même ou si c'est sur place un problème la piscine n'était pas conforme, il n'était pas vu face à la mer, etc. Et là, effectivement, quand on est sur un litige avec un particulier, eh ben, on va aussi s'interroger si le particulier en fait commerce, c'est-à-dire en devient professionnel, puisqu'il loue plusieurs fois dans l'année, s'il loue de façon régulière, s'il en tire des revenus assez conséquents pour être considéré comme un professionnel. Et là, effectivement, adapter notre action. Voir tout simplement si les droits des consommateurs est applicable à ce litige-là. Très bien. Et du coup, quelles sont vos recommandations par rapport à la situation actuelle pour les consommateurs qui sont un peu, je pense, dans l'expectative, comme vous le disiez, par exemple, pour les vacances d'été ou même d'autres choses qui étaient prévues? Oui, c'est très compliqué, effectivement. On essaye de prévenir au maximum. Nous, ce qu'on dit, c'est, dans un premier temps, il faut différencier si vous avez acheté que des billets secs, ce qu'on appelle billets secs, c'est juste un vol vers une destination, ou si vous êtes engagé dans un voyage à forfait. Les règles ne sont pas les mêmes. Pour un vol sec, il y a effectivement le règlement européen sur les droits des passagers aériens qui prévoit normalement, en cas d'annulation de la part de la compagnie aérienne, un remboursement intégral des billets. Donc là, on a envie de dire, regardez si vous avez déjà pris des billets qui soient modifiables ou remboursables sans frais. Si vous voulez annuler, ça peut être une possibilité. Mais sinon, peut-être mieux vaut attendre une annulation de la compagnie pour être sûr d'avoir le remboursement des tickets. Si c'est dans un voyage à forfait, il faut se dire qu'effectivement, l'agence, en cas d'annulation du voyage, l'agence aura la possibilité de vous proposer un bon d'achat. C'est ce qui est prévu par l'ordonnance qui a été prise en France, mais également dans un grand nombre de pays européens. On veut sauver, et on a raison de le faire, j'ai envie de dire, le secteur du tourisme et les professionnels. Et donc, du coup, on les autorise à aller contre finalement la directive du voyage à forfait qui normalement prévoit le remboursement intégral du voyage, mais qui, dans ces cas de figure, les États sont autorisés à proposer effectivement des bons d'achat. Donc, il va falloir voir effectivement, vous souhaitez-vous annuler vos vacances d'été, mais si elles sont maintenues et que vous décidez d'annuler maintenant, vous allez payer des frais d'annulation à votre agence, vous allez payer des frais à la compagnie aérienne. Donc, est-ce qu'il ne vaut pas mieux attendre encore un petit peu de savoir quelle va être la situation? Est-ce que vous allez vraiment partir? Parce que si vous annulez votre vol alors que le vol est maintenu, vous n'aurez aucun remboursement. Très bien. Écoutez, Madame Tignel, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour participer à Parlons d'Europe. Et puis, je donne rendez-vous aux téléspectateurs la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci beaucoup. Merci à vous.